Aujourd'hui, nous allons parler sur l'évaluation et pilotage d'un projet d'innovation sociale. Et on a le cas d'étude des tisseurs d'avenir. Merci Flora. Donc Flora Vidal-Marron est la fondatrice des Waivers. Flora, est-ce que tu peux juste dire quelques mots sur toi et l'association? Oui, bonjour à tous et à toutes. J'ai l'impression que on est plus sur du tout que sur du tous aujourd'hui. Euh, je suis Flora Vidal-Marron. En effet, j'ai fondé Weavers. Merci la Maison de l'Apprendre de nous donner cette opportunité et merci Impact Track être venu me chercher pour venir présenter notre collaboration. Qu'est-ce que Weavers? Weavers, c'est une école dédiée et spécialisée à l'apprentissage des personnes exilées. On est du coup présent sur Lyon et sur Annecy pour l'instant. Quand je parle de personnes exilées, je parle de personnes du coup qui ont vécu un parcours d'exil, donc qui sont nées à l'étranger et qui, du coup, dans le cas de Weavers, ont des difficultés d'accéder à l'emploi ou à la formation, soit parce que leur formation n'est pas reconnue en France, soit parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'accéder à l'éducation dans leur pays. Et du coup, Weavers, on a créé des parcours, des formations spécialisées pour ces publics. Donc, on offre en fait un package de formation entre 3 et 9 mois, avec toujours un bloc commun de français langue étrangère, français sur objectifs spécifiques, numérique et accompagnement à la fois collectif et individuel à l'employabilité de ces personnes pour qui retrouvent une formation qualifiante, soit directement à l'emploi en fonction des publics. Voilà pour la big picture de Weavers. Très bien, merci beaucoup Flora. Et donc je me présente, je me suis pas présenté encore, donc je suis Ricardo Scacchetti, je suis le fondateur d'Impact Track. Avant la création d'Impact Track, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le financement et création des dispositifs de financement de projets socio-environnementaux. J'ai travaillé en Suisse, où on finançait des projets en Europe, en Afrique, en Asie, et puis au Brésil. Je suis retourné au Brésil, je suis brésilien d'origine. Et au Brésil, j'étais DG d'un institut où on gérait plusieurs programmes de financement des projets sociaux environnementaux également. Et donc, ces deux expériences m'ont permis de rencontrer des centaines et centaines de projets sociaux environnementaux, des très beaux projets. Et toujours, c'est que j'ai constaté, c'est que malheureusement, les porteurs de projets, ils avaient du mal à reconnaître la valeur qu'ils généraient et à gérer cette valeur et à communiquer cette valeur, qui aujourd'hui on appelle impact. Et ça les empêchait d'aller plus loin, d'améliorer leurs résultats en termes de valeurs sociales et environnementales et d'attirer des financeurs. Et j'ai trouvé ça dommage. Et c'est pourquoi j'ai voulu créer Impact Track. Aujourd'hui, nous sommes 8 dans l'équipe. Nous travaillons avec Croix-Rouge, nous travaillons avec Waivers, avec Tisseurs d'Avenir. On a le plaisir de participer de ces projets. On travaille avec des grands financeurs comme Malakoff Humanis, comme Fondation Entreprendre, Fondation Blaise Pascal, Fondation Daniela Carasso et plein d'autres. Euh, et notre mission, c'est de rendre la mesure d'impact plus accessible, mais toujours en gardant une solidité méthodologique. Et juste pour introduire un peu le sujet de l'évaluation et le pilotage d'un impact d'innovation, quand on parle d'innovation dans le secteur de l'éducation, c'est un sujet très important, mais c'est pas évident à le faire, notamment parce que c'est comment évaluer des aspects sociaux qui, par exemple, la motivation, qui est un aspect vital pour la réussite d'une action d'éducation. Comment la mesurer? C'est pas évident. Donc la mesure d'impact, elle est très utile à évaluer ces aspects sociaux. Pourtant, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple à mettre en place. On est habitué à des rapports d'impact très lourds, très coûteux. Et, et en plus,
elle est traditionnellement faite par des experts, donc pas en interne, mais par un tiers externe. Donc, c'était la question qu'on s'est posée: comment rendre la démarche des mesures d'impact adaptée à une démarche, des d'innovation? Donc, aujourd'hui, on a plein de référentiels, plein de, bases d'indicateurs et on a donc voulu simplifier la démarche et l'adapter à un process, d'innovation. Et c'est intéressant de remarquer que dans un process d'innovation, on a une partie de compréhension du problème. On va, hem, comprendre le besoin sur le terrain, faire une immersion sur le contexte, identifier les besoins, analyser les besoins et puis on va se pencher sur la solution. Donc on va, avoir fait identifier des hypothèses de comment on va résoudre ce problème. On va sélectionner les meilleures hypothèses, on va les tester et c'est très intéressant de remarquer que, ces process d'innovation, il y a pas mal de points qui sont en ligne avec une démarche de mesure d'impact. Donc, quand on parle de la partie de compréhension du problème, l'analyse, elle passe par un process des mesures des besoins, des validations de ces besoins sur le terrain. Parce que parfois, on se base sur des études scientifiques, mais qui ne représentent pas spécifiquement la zone, le territoire du projet. Mmh. Donc c'est intéressant d'analyser, de valider ces besoins qu'on avait identifiés précédemment sur le terrain. Et puis, dans la partie de la solution, on part normalement d'une hypothèse et si on passe trop de temps ou on laisse, trop de temps à mesurer, ça veut dire que ça va nous coûter cher d'adapter notre démarche. Donc c'est important d'avoir des validations plus interactives, qui on peut faire, de manière plus, fréquente, moins chère, pour valider qu'est-ce qui marche pas et adapter notre solution. Hem et dans la mesure d'impact, il y a une étape qui s'appelle théorie de changement, que c'est exactement la création d'hypothèses et comment les actions d'une intervention peut, changer le contexte, peut générer un impact et cette hypothèse, elle va être validée à travers des indicateurs, qui idéalement doivent être simples à mesurer et ça va nous permettre d'adapter notre solution au contexte. Voilà pour cette petite introduction. Donc c'était, c'est qui on a eu donc le plaisir d'accompagner Tisseurs d'Avenir dans cette approche d'adaptation de la mesure d'impact, une démarche d'innovation et donc, après cette introduction, je passe la parole à Flora, pour nous expliquer un peu. Flora, est-ce que tu peux nous parler un peu du du projet, plus spécifiquement du montage du projet? Tu as mentionné donc c'est un consortium avec plusieurs, acteurs. Comment ça a été, créé, cette consortium? Tout à fait. Je veux bien que tu laisses la slide parce que ça va m'aider à l'illustrer. Ah Heu, d'accord. Hop. ouais, et avant de vous présenter Tisseurs d'avenir, je vais vous présenter, pourquoi Weverse, et je présenterai juste après, pourquoi Tisseurs d'avenir parce que tout ça est assez, corrélé. Hem, Pourquoi j'ai créé, Weverse? En fait, historiquement, relativement, hein, ça fait, du coup 5 ans qu'on existe. Avant, ça s'appelait Tissus solidaires et ça a été un mouvement, citoyen, qui a été créé en 2015, un peu enfin, on n'est pas isolé dans cette création-là. Il y a pas mal de collectifs citoyens qui ont voulu se mobiliser à cette époque sur la thématique de l'accueil des personnes réfugiées en France. Pourquoi? Parce que, il y a eu une médiatisation, du sujet et une envie de certains, citoyens de pouvoir, faire sa part, heu, à son échelle, en tout cas, dans sa ville et du coup, Tissu solidaire à l'époque, ça a été,
d'aller rencontrer le public, de comprendre leurs besoins. Et très concrètement, on a souhaité faire du lien entre personnes exilées et personnes lyonnaises à travers des passions communes. C'était une opportunité pour nous de créer une communauté d'entraide entre personnes exilées et personnes résidentes. Parce qu'au-delà, en effet, de toutes les théories et des théories quantitatives sur la thématique réfugiés, je trouve qu'on oublie souvent qu'on parle de personnes avant tout. Et du coup, on a organisé beaucoup d'ateliers pour plus de 3000 personnes de manière très intuitive sur la métropole de Lyon. Et forte de cette expérience, Weavers a été créée, donc l'école, parce que bien évidemment, le lien social est le ciment pour tous les êtres humains, mais ne suffit pas à accéder à l'emploi et à la formation en France. Et je voyais tous les jours dans la communauté, à l'époque Tissu Solidaire, plein de profils avec plein de compétences, mais aucune adéquation, soit avec de la formation diplômante, soit avec l'emploi en France, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a créé Weavers et qu'on a créé des premiers programmes de formation qui, s'appellent Tissu Solidaire, du coup, maintenant. Les programmes de formation ou d'autres, sectorisés ou non. Et c'est là que je vais vous parler de Tisseurs d'avenir. Jusqu'à présent, avant Tisseurs d'avenir, Weavers fonctionnait plutôt seul et créait l'ensemble du contenu pédagogique et allait mettre des formateurs sur ces contenus pédagogiques. Avec Tisseurs d'avenir, ce qu'on a voulu faire, c'est déjà faire à plusieurs et aller comprendre quels sont les besoins des entreprises recruteuses et quels sont les besoins des entreprises qui veulent s'engager à l'intégration des personnes réfugiées ou exilées dans leur entreprise. Qui dit plusieurs dit rencontre. Donc, on a commencé à former un groupe de travail avec du coup 5 structures partenaires qui sont les 5 structures membres du consortium Tisseurs d'avenir. Donc, la Maison de l'Apprendre, représentée par Tiffaine aujourd'hui, le 107, qui est une structure lyonnaise qui facilite le développement de l'entrepreneuriat social sur le territoire en faisant se rencontrer des entreprises et des entrepreneurs sociaux. Webforce 3, qui est une école dédiée à la lutte contre l'électronisme, donc numérique. Et Awake, qui est un organisme de formation qui développe des contenus pédagogiques sur le renforcement de la connaissance de soi pour les jeunes. Nous 5, avec nos petits sacs à dos, on s'est tapé dans la main avec une envie à la fois de répondre à cet enjeu du territoire, qui est la formation et l'intégration des personnes réfugiées dans l'emploi, et de travailler ensemble à trouver nos complémentarités. Donc Weavers porte le consortium, mais l'ingénierie pédagogique et la mesure d'impact, par exemple, a été faite par le 107. Il y a des briques de formation qui sont faites par EWEC ou par Webforce 3. Et la Maison de l'Apprendre accompagne Weavers à mieux connaître et à mieux appréhender les entreprises et à créer ce réseau d'entreprises partenaires pour l'inclusion des personnes réfugiées. Et depuis qu'on travaille ensemble, donc tout a commencé pendant le confinement, comme quoi il y a des avantages au confinement. On est allé sonder les besoins de l'ensemble des parties prenantes qui ont un rôle à jouer dans l'intégration des personnes réfugiées. Donc, on allait voir des organismes de formation comme le Greta ou l'AFPA. On allait voir les réseaux d'entreprises comme la CPME, le MEDEF. On allait voir l'ensemble
en tout cas pas l'ensemble, mais les partenaires institutionnels de l'emploi et de la formation en France, donc Pôle emploi et la NMIE, mais ça ne va pas vous parler, mais du coup la structure métropolitaine lyonnaise qui a un rôle du coup de facilitation sur l'emploi et la formation au niveau local. Et en gros, ils nous ont tous dit: «Oui, il y a un besoin». Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment créé le projet Tisseurs d'avenir et qu'on est allé chercher, heu, quel serait le financement, le plus, en adéquation, avec du coup le projet qu'on voulait mener. Donc c'était à la fois d'aller, bien évidemment, être un vecteur de formation et d'employabilité pour les personnes réfugiées et à la fois de répondre aux besoins des entreprises et du territoire lyonnais. On a eu la chance du coup de trouver, un appel à projet qui s'appelle le PRIC, donc le plan régional d'investissement dans les compétences, qui est géré par Pôle emploi, à l'échelle, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui cherchait à travers ce financement, hem, une innovation pédagogique. Donc le Tisseur d'avenir a été, du coup retenu dans cet appel à projet pour son caractère innovant. Pas du fait, bien évidemment, d'être sur une double, enfin, du coup, un double parcours, à la fois pour des jeunes, mais aussi pour des entreprises et à la fois que ça soit, hem, fait pas que par un acteur, mais vraiment en collaboration, en complémentarité avec l'équipe consortium, mais également l'ensemble des parties prenantes qui ont un rôle à jouer dans l'enjeu, en fait, de l'accueil et de l'intégration. Hem, voilà pour, je suis en grand monologue, mais voilà pour le début de l'histoire Tisseurs d'avenir. Et là, on en est à une étape où les la première promotion du coup de personnes exilées est rentrée en formation. Donc, on va dire que le premier pari est en train de se réaliser. Et on en est à une étape où on va lancer toute la dynamique, liée aux entreprises. Donc à la fois les entreprises qui recrutent et à la fois, les entreprises qui souhaitent s'engager, mais qui n'ont pas forcément, de par leurs besoins en recrutement, un besoin de recruter, des personnes, réfugiées. Hem Et la question de la mesure d'impact, pour nous, ça a été, heu, dès le début, un besoin parce qu'on souhaitait, en fait, pouvoir prouver que, déjà, il faut plus de coopération, que la coopération est primordiale à l'innovation sociale et que, on ne peut qu'avoir un meilleur impact s'il est collectif. Donc on souhaitait avoir déjà une mesure d'impact, pour prouver tout ça et en plus de ça, on souhaitait avoir une mesure d'impact, qui soit à la fois sur, bien évidemment, les personnes exilées, mais pas que, l'ensemble des parties prenantes et que ça soit un objectif en soi, de réussite du projet Tisseurs d'avenir. Donc c'est un objectif de communication, mais aussi de vérifier que ce que l'on fait a un impact et très concrètement, cette mesure d'impact, moi en tant que manager, ça me sert, à transmettre, les objectifs et à suivre en fait, l'activité, pour les équipes, de Weavers. Ce que je ne pensais pas, auparavant, par exemple. Heu, donc c'est en fait, c'est aussi enfin en tout cas moi je le perçois comme ça, un cadre, et un garde-fou pour s'assurer que, on atteint en fait, les ambitions qu'on s'était, données dès le début. Ouais. Merci Flora. Et je trouve aussi, dans la création de la démarche, des mesures d'impact de façon plus interactive, on a s pas une évaluation classique, donc avec un début et une fin, mais plutôt un cycle où on va identifier les besoins, puis on va, voilà, créer
Un référentiel, c'est-à-dire quelles sont les métriques qui traduisent la réussite du projet. Et cette réflexion sur qu'est-ce que c'est la réussite pour nous, c'est très importante, en interne et en externe, parce qu'on Mmh peut mh. euh, aligner entre tous. Est-ce qu'on voit de la même façon la réussite? Est-ce qu'on, qu'est-ce que ça représente pour nous? Et c'est pas simplement une réflexion d'indicateurs, mais c'est plus que ça, c'est un alignement des, ouais, des attentes, d'approches, donc ça, je trouve, que c'était une démarche, très importante et pour tous les projets qu'on accompagne, qu'aujourd'hui c'est plus d'une centaine, on parle beaucoup d'indicateurs dans la mesure d'impact, mais cette théorie de changement que j'ai mentionnée, que c'est où on va décrire l'impact et comment on va générer de l'impact, quel type, d'impact on va générer auprès de chaque partie prenante. Comme tu as bien dit, pas seulement les bénéficiaires, mais aussi les partenaires. C'est normalement une plus-value de la démarche, très, très riche, stratégiquement parlant. Et puis on va collecter des données, on va analyser les données et on va valider la pertinence de ce qu'on a fait pour prendre des décisions d'amélioration de ce qu'on a fait et changer le projet. Et je vois qu'il y a des financeurs qui sont très ouverts à cette approche qui est plus interactive, qui ça va nous mener peut-être à changer la façon qu'on voit la réussite, à changer les objectifs, à changer le projet. Et les financeurs, ils aiment bien: «Oh, je vais financer ça, je veux le résultat». Et et comment, tu vois cette relation, avec les financeurs que j'imagine, donc tu as mentionné, il y a plusieurs personnes qui participent de la construction de projet. J'imagine qu'il y a une ouverture à ce process d'innovation de quelques acteurs et d'autres, pas tout à fait. Comment tu vois cette ouverture au process d'innovation? Qui en fait, ça peut se traduire par une acceptation des erreurs. Alors, heu, quasiment la moitié du coup du projet est financé par Pôle emploi, hem, à travers, un dispositif qui est une subvention d'expérimentation où, je me permets de donner le cadre pour que vous compreniez, après. Hem, une subvention d'expérimentation donc qui nous oblige à enfin on a une du coup, une obligation de moyens, mais pas de résultats du fait que ça soit de l'expérimentation. Déjà ça il y a un cadre, du coup assez ouvert. Et après pour, les partenaires, enfin les autres partenaires, financiers, ou opérationnels, et ben, tout va dépendre de leur, intervention dans le projet. Hem, Par exemple, hem, nous sommes aussi du coup soutenus par, un dispositif qui s'appelle le Collectif pour l'emploi, qui sont un consortium de fondations, qui nous financent à la fois en mécénat financier, mais en mécénat de compétences, surtout par le fait qu'on soit ce consortium et que l'on avance ensemble sur, à la fois les thématiques d'intégration et à la fois les entreprises. Enfin, en fait, tout le monde est apte, enfin, tout le monde entend, l'importance de l'innovation. Tout le monde comprend les enjeux, tout le monde comprend qu'on est obligé d'innover si on veut mieux répondre aux besoins, transformer la pédagogie, avoir des recrutements plus inclusifs et du management plus inclusif. Mais très peu sont enclins à changer leurs pratiques et à, financer quelque part des expérimentations soit en externe, soit en interne. Et là, c'est là où, hem, on a du coup toutes nos, hem, où on a un rôle à jouer en tant que consortium tisseur d'avenir. C'est que l'ensemble des parties prenantes qu'on est allé sonder, avec lesquelles on a travaillé, pour déposer le projet, on a un rôle de les resensibiliser à l'importance du process, d'innovation qu'on a mis en place et à les impliquer, soit, financièrement, soit opérationnellement, dans le projet Tisseurs d'avenir. Et c'est là où on a, nous, un travail de mobilisation, à faire, dès maintenant pour être sûr qu'on n'ait pas qu'un impact sur les personnes réfugiées, ce qui est déjà énorme, mais
c'est pas le projet initial, mais qu'on ait un impact également sur les autres organismes de formation, les acteurs institutionnels de l'emploi et de la formation et le monde de l'entreprise. Merci Flora. Il y a une main levée. On va juste finaliser. Dernière question pour Flora et après on ouvre pour les questions-réponses. Donc, tu as mentionné la mesure d'impact. Donc, nous, ImpactTrack, on était en charge avec 107 dès la démarche des mesures d'impact, dès le démarrage du projet. Donc, la définition des objectifs, c'était très tôt, même avant d'avoir les bénéficiaires, comme tu as dit, c'est qui était assez intéressant. Et comment tu vois l'impact de cette démarche dans la création, dans le suivi, dans les relations avec vos partenaires? Est-ce que tu vois un bénéfice dès maintenant qui on n'a pas encore finalisé l'évaluation, mais on a implémenté une démarche, un process, ou tu penses que le bénéfice sera plutôt à la fin, quand on fait un rapport d'impact et on envoie aux financeurs? Mmh. Alors, pour moi, le bénéfice actuel, c'est que, en fait, c'est un outil de gestion en interne, à la fois de OK, c'est ça l'ambition du projet, c'est ça les objectifs, et à la fois sur ce que on vise pour accompagner les publics. Par exemple, du coup, c'est très processisé. L'ensemble des jeunes qui nous ont rejoints sur la formation ont passé du coup les entretiens et on a une idée beaucoup plus claire de ce qu'ils veulent et ce pourquoi ils sont là et où on peut les amener. Et du coup, c'est une manière pour moi d'avoir un reporting en fait très, très fin et hyper facilement utilisable pour donner des nouvelles du projet aux différents financeurs et partenaires Mmh. pour continuer cette mobilisation. D'accord. C'est de la data pour mobiliser. Enfin, en tout cas, moi, j'utilise comme ça. Mmh. Et pour moi, pour l'instant, on est plutôt sur du coup des indicateurs avec des résultats. Et on n'est pas encore dans la mesure d'impact au sens propre parce que il faut du temps au temps. Mmh. Et que je pense qu'on pourra faire une première mesure d'impact d'ici 1 an, selon moi, et qu'on pourra communiquer sur les aux différentes parties prenantes sur ces premières évaluations, quoi. Oui, ouais, je partage cette vision. En fait, on travaille avec plusieurs financeurs de projets. Et on voit que les financeurs, ils sont de plus en plus intéressés par la démarche plus que par les résultats. Donc, exactement ça que tu as dit. En fait, on a un process interne qui, le bénéficiaire, il arrive, donc il y a une mesure, avant. On va déjà mieux comprendre les besoins, les attentes de ces bénéficiaires, donc ça va nous permettre d'améliorer notre service. Et plus tard, on va mesurer après, mais on a déjà quelques indicateurs et surtout un process d'amélioration continue instauré au sein de les structures. Et les fondations, je pense qu'ils sont de plus en plus intéressés par ces process plus que par les résultats. C'est Mmh mh. assez intéressant à, à voir. Maintenant, on avait quelques questions. Quelqu'un qui avait levé la main, c'était qui? N'hésitez pas à enlever, ouvrir votre micro et poser votre question directement. Bon, Oui, c'était moi. C'était bonjour. Alors ma question, donc moi je travaille pour une association, donc je suis en Inde. J'ai pas réussi à écrire le chat, mais je vous écoute depuis l'Inde, depuis Bombay, et donc je travaille avec des associations
et notamment, je les aide justement dans tout ce qui est notamment mesure d'impact. Donc, j'étais curieuse de savoir un peu quels étaient les outils qui étaient utilisés, notamment en France. Et donc, j'ai eu un peu de réponse avec les entretiens. Et est-ce que vous avez des outils qui sont en fait des logiciels définis et qui permettent de faire de la mesure d'impact, ou est-ce que vous avez créé vos propres outils? Voilà, je suis curieuse de savoir un peu au niveau du procédé comment ça se passe. Merci. Je vais juste prendre la parole 2 minutes, Ricardo, et après je te laisse expliquer la plus-value d'Impact Track. Mais en gros, on est un peu en retard en France sur la mesure d'impact par rapport au... C'est quand même en retard, ou enfin bref, je ne sais pas si c'est le mot en retard, mais en tout cas, c'est des sujets qui sont beaucoup plus avancés, notamment en Angleterre ou aux États-Unis. Et du coup, il y a encore très peu de... Enfin, on commence à du coup avoir des formations ou des programmes d'accompagnement qui permettent déjà de sensibiliser, de former et de comprendre comment on met en place du coup une mesure d'impact au sein de sa structure. Mais pour moi, enfin, c'est très bien, mais c'est pas suffisant parce que c'est pas assez clé en main. Souvent, on est des toutes petites assos et du coup, on n'a pas le temps d'aller se faire une théorie du changement, mettre en place d'indicateurs. Enfin, vu que notre métier, c'est pas de mesurer notre impact, notre métier, c'est de en fait accompagner des personnes à la formation et à l'emploi. Et c'est là où je trouve que du coup, Impact Track, c'est hyper clé en main, et je vais laisser Ricardo expliquer comment il fait, parce que c'est une plateforme en ligne, qu'il y a un accompagnement des équipes, et une fois qu'on a décidé du cadre, tout est automatisé et tout est processisé. Donc en fait, c'est un peu la mesure d'impact pour les nuls, quoi. Mais on est tous nuls, hein, mais ce qui permet du coup déjà de un peu déconstruire, ou parce que souvent en mesure d'impact, ok, ça va être compliqué, mais non, alors qu'en fait ça l'est pas, quoi. Et de deux, non mais c'est vrai, d'avoir une approche hyper, d'être accompagné dans son approche, et de, tout est automatisé, donc il n'y a pas de perte de données, ou tout est simplifié quelque part. Mais vas-y Ricardo, je te laisse présenter l'outil. Merci Flora. Je ne sais pas si je peux ajouter grand-chose, je pense. Bien expliqué. Juste, même à l'international, on a des outils, des mesures d'impact. En France, il y a Impact Track, il y a un autre outil, mais tous les outils, en fait, ils sont conçus pour des experts en mesures d'impact. Et la différenciation de ce qu'on a fait, c'est vraiment de rendre les porteurs de projets autonomes dans leur mesure d'impact. Et donc, notre but, c'était pas de digitaliser les méthodologies des mesures d'impact et juste faire un outil. Non, c'était vraiment de traduire la démarche des mesures d'impact pour les nuls, comme dit Flora, mais en les guidant pour assurer que les choix qu'ils font soient solides et qu'ils respectent bien les méthodologies de mesures d'impact. Donc, on n'a pas créé une nouvelle façon de le faire, on a juste traduit et simplifié. On a travaillé beaucoup avec du design. Et c'est pas qu'une plateforme, comme disait Flora, il y a un accompagnement. Parce que la première fois qu'on se lance dans une démarche de mesure d'impact, il y a plein de notions qu'on n'a pas. Donc, c'est pas comme la gestion comptable, financière qu'on connaît un peu. Mais c'est des notions très différentes, comme la théorie de changement. Qu'est-ce que c'est la différence entre réalisation, résultat et impact? Comment on va évaluer la confiance en soi? C'est pas évident. Donc, c'est des sciences sociales qu'on n'a jamais vues. Donc, la première année, on conseille fortement de se faire accompagner par nous ou un cabinet de conseil partenaire. Et puis, à partir de la deuxième année, vous êtes autonome, vous pouvez utiliser la plateforme qui vous simplifie et rend la démarche beaucoup moins lourde, parce qu'elle automatise pas mal de choses de manière autonome. Donc,
la mesure d'impact, notre mesure d'impact, constate qu'il y a 100% de nos utilisateurs qui ont finalisé un accompagnement, ils déclarent être autonomes dans leur mesure d'impact. Donc ça, c'était un résultat très, très positif et notre objectif principal qui était atteint. Et une autre barrière pour la mesure d'impact, c'est le prix aussi. Donc on dit, on n'a pas les connaissances, on va externaliser, on va faire appel à un cabinet de conseil. En France, ça coûte 20 000 € un rapport d'impact. Et on a réussi, grâce à ce mélange entre plateforme, conseil et formation en ligne, à réduire ces prix par 10. Donc, on a rendu la démarche accessible financièrement et aussi en termes des complexités pour les nuls, comme dit Flora. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, du coup, très concrètement, tu dis globalement une mesure d'impact, ça coûte 2 000 €. L'accompagnement, la mise en place, c'est ça que je comprends, très concrètement? Oui, c'est un offre packagée assez simple. Après, on peut ajouter de l'accompagnement en fonction des besoins, mais c'est exactement ça. C'est le package qui en offre des petites associations. 2 000 € pour la première année. Est-ce que, Ricardo, tu peux faire un petit mot aussi sur les rapports d'impact avec la plateforme, comment ça se présente Oui, bien sûr. Donc, le rapport d'impact, je peux peut-être vous montrer un exemple. Donc, la plateforme, elle a pour but pas de vous permettre seulement de mesurer, mais notamment de vous permettre de gérer et communiquer votre impact. C'est la gestion et la communication qui va vous générer un bénéfice. Et pour le faire, on a donc intégré dans la plateforme un tableau de bord. Donc, vous collectez des données au fur et à mesure et vous avez un tableau de bord qui s'actualise au fur et à mesure. Donc, ça vous permet de gérer votre impact de manière plus interactive, donc moins cher pour faire ces cycles d'amélioration continue qui ont parlé plus rapidement. Et aussi des communiqués. Et pour communiquer, encore une fois, on n'a pas parti d'une communication complètement nouvelle. On s'appuie sur les méthodologies, les façons de communiquer qui sont déjà bien acceptées par le marché, et notamment le IMP, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Impact Management Project, c'est un projet mondial qui rassemble les plus gros investisseurs impact du monde. C'est une initiative anglaise ou américaine, comme Flora a bien dit. En fait, la mesure d'impact est beaucoup plus développée en Angleterre, aux États-Unis. Et ils ont identifié quelques éléments clés d'un rapport ou d'une mesure d'impact. Donc ça, c'est un rapport qui est créé en quelques clics. C'est une association que j'ai mis de manière aléatoire. Donc c'est une association qui a été accompagnée par Impact Track. Donc vous avez le titre, la description de projet, les ODD liés avec l'objectif du projet, une description du problème, en fait, de la partie prenante et quel est le problème qu'elle fait face. Ensuite, on a quelques éléments plus qualitatifs, des témoignages, puis les actions de l'organisation et des indicateurs des réalisations. Donc tous ces pictos, en fait, ils viennent de ces projets que j'avais mentionnés, le IMP. Et ces indicateurs, en fait, ils s'actualisent en temps réel. Donc c'est un rapport qui peut être envoyé auprès des parties prenantes et qui s'actualise en temps réel. Donc pas de papier. Vous passez le lien. Vous pouvez ajouter aussi un lien à votre site. Et voilà, vous avez tous les indicateurs clés des actions, des résultats et d'impact, ainsi qu'une présentation du projet, de l'équipe, c'est qui sont en recherche, les canaux de communication et les organisations qui soutiennent le projet. Voilà. Et donc,
dans l'accompagnement, on a une partie de l'accompagnement qui est concentrée sur la définition de référentiel, le choix des indicateurs, les outils des collectes de données, et la dernière partie, c'est sur l'analyse et la communication de l'impact. C'est structuré en 4 ateliers d'une demi-journée. Donc, au bout de 4 ateliers, vous avez une page d'impact prête. Bien sûr, il faut concrétiser un peu de temps aussi en plus des ateliers. La mesure d'impact qu'on a mis en place, ça nous a permis de constater qu'un projet, il consacre en moyenne 5 jours et demi pour la première année, où c'est l'année où vous avez besoin de consacrer plus de temps parce que vous allez créer le référentiel d'évaluation. Puis les années prochaines, c'est plus rapide. Donc en termes de temps aussi, c'était un des défis. Comme disait Flora, le porteur de projet, son rôle, c'est pas de mesurer son impact, c'est de mettre en place le projet. Et donc, il ne peut pas consacrer beaucoup de temps à la mesure d'impact. Donc, en utilisant la plateforme et l'accompagnement, on peut réduire, on estime, des 40 jours à 5 jours et demi pour la mise en place d'une démarche mesure d'impact. Après, ça dépend évidemment de la complexité du projet. Pour Tisseurs d'avenir, c'était plus, parce que c'est un projet qu'on compte plusieurs acteurs, c'est assez complexe. Je dirais plutôt 10 jours. Voilà. Et par contre, le fait de l'avoir fait en amont, alors peut-être que dans 2 ans, on vous dira qu'on a raté plein de choses, hein, enfin très sûrement d'ailleurs. Mais là, ça nous donne un cadre avant de commencer opérationnellement qui est très, du coup, c'est un cadre hyper agréable pour avancer sereinement, soit avec les équipes projet, soit avec le consortium, et pour aussi se fixer des objectifs envers les parties prenantes. Par exemple, moi, c'est un peu ma boussole stratégique, cette mesure d'impact sur le projet Tisseurs d'avenir. Ouais, je pense que Tisseurs d'avenir, vous avez fait un travail vraiment pro, bien fait, en fait, et ça vous apporte une différenciation. En fait, vous avez créé une connaissance au sein de l'équipe de comment générer de l'impact, comment gérer ça, ça va vous apporter une différenciation par rapport à d'autres initiatives. Charlie, si tu veux te démuter pour poser ta question, n'hésite pas. D'accord, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'interrogeais sur l'accès aux données, parce que quand on mesure son impact, c'est par rapport aussi à des données publiques. Par exemple, on sait qu'investir dans l'accompagnement de personnes vulnérables pour leur formation, pour leur intégration dans l'emploi, c'est aussi éviter des coûts pour la société de prise en charge type RSA ou autre. Et donc, ça se valorise pour justement avoir l'encouragement de la politique publique pour investir dans les compétences plutôt que de compenser l'absence d'emploi. Comment vous donnez accès à ces données publiques puisque c'est là finalement que se trouve souvent la mesure la plus éclatante de l'impact. Oui, on peut aller à la monétisation ou monétarisation, je sais jamais, de l'impact, mais on n'est pas obligé à aller à ces niveaux. Le coût évité, c'est spécialement intéressant pour les pouvoirs publics, parce que ça représente un coût évité pour les collectivités. Mais pour la gestion de projet, c'est pas essentiel. Et ça représente pas non plus la réussite du projet. Donc on peut s'arrêter une étape avant, d'avoir des indicateurs des résultats ou d'impact qui représente en termes plus concrets quel est le résultat de l'action, ou monétariser. Donc pour le Tisseurs d'avenir, pour l'instant, on n'a pas réalisé cette étape de monétarisation, mais ça permet déjà de valider, est-ce que le projet il marche, est-ce que cette action elle marche
auprès de quelle cible, quel est elle marche dans un sens, mais pas dans un autre, de la motivation, mais dans l'acquisition de compétences. Voilà, donc ça nous permet de piloter le projet sans aller à ces niveaux de complexité, des proxys économiques qui ajoutent une couche aussi des complexités à lire, parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, toutes les hypothèses dans les proxys économiques. Mais en effet, pour la communication auprès des pouvoirs publics, ça c'est très intéressant. Pour compléter, pour moi, ce n'est pas l'objectif de la mesure d'impact. Enfin, je suis assez alignée avec toi, Ricardo, parce qu'on est aussi après, du coup, dans une approche de coût évité, alors qu'en fait, il y a bien évidemment qu'il est important de faire, du coup, d'innover dans les pratiques d'accompagnement des publics, mais on ne doit pas avoir qu'une approche coût. Enfin, en tout cas, moi, je plaide pour ça. Et sachant qu'il y a déjà énormément en fait, de données sur le sujet. En fait, il y a une donnée qui est qu'une personne inactive, donc soit au RSA, soit en chômage de longue durée en France, coûte à la société française 15 000 € par an. Mais c'est 15 000 € minimum d'ailleurs. Enfin, en fonction des territoires, etc., c'est beaucoup plus. Et que très concrètement, un programme, du coup, un programme de formation tisseur d'avenir pour un apprenant. Après, il y aura une économie d'échelle, donc là, ça coûte assez cher, entre guillemets, puisque c'est sur l'expérimentation, et il y a un coût d'ingénierie, etc. Mais on n'est que seulement à 6 000 € au total, hein, de coût par participant. Donc déjà, ça, en fait, c'est des arguments que je suis en mesure de donner en fait, au pouvoir public, etc. Et c'est des arguments qui, pour moi, doivent être prouvés et qui vont me faire partie en tant que porteuse de projet, mais aussi lanceuse d'alerte sur les publics vulnérables. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un rôle que j'ai pour aller chercher, en effet, les pouvoirs publics et surtout, l'objectif, c'est quand même de changer les cahiers des charges des appels à projets, des appels d'offres, et de changer surtout les pratiques à la fois en formation sur ces publics et à la fois en accompagnement à l'emploi. Mais pour moi, ce n'est pas le premier objectif d'une mesure d'impact. Il me semble qu'il y a une main levée. Chantal. Oui, bonjour. Je suis étonnée que vous ne parliez pas de… Enfin, tout ça, pour moi, ça parle d'enjeux politiques. Et je suis étonnée que vous n'en parliez pas parce que tout ce qui est autour de l'accompagnement et du coup de l'argent public, c'est un choix politique que de s'engager dans ce genre d'accompagnement. Donc, je suis étonnée que vous n'en parliez pas. Alors, j'avoue que je suis un petit peu agacée. Alors, non pas parce que vous proposez, parce que je suis travailleur social, j'accompagne les migrants. Donc, cette intégration et cet accompagnement global, ben oui, voilà. Maintenant, il n'est pas porté politiquement, à mon sens, il n'est pas porté politiquement dans notre société aujourd'hui. Du coup, il n'y a pas, le financement, etc., pour aider à ça. Et ce qui m'embête, d'où ce petit agacement, c'est que cette nécessité d'accompagnement est reprise par l'aspect privé, par l'entrepreneuriat social, et ça c'est une question qui, moi, est là. En tout cas, elle est présente. Voilà, je voulais vous faire part de ça. Et puis, sur l'impact et l'évaluation, ben oui, et je suis même désolée que ça ne soit pas plus naturel et plus normal dans tout accompagnement, quel qu'il soit, qu'il y ait cette partie d'évaluation. Voilà, pour le professionnel lui-même, pour les partenaires dans l'ensemble. Enfin, je suis désolée que ça ne soit pas quelque chose de normal, quoi. Enfin,
on n'avance pas. Alors ça, c'est la première Oui. chose. La problématique qu'on peut rencontrer, ça, moi je suis confrontée à ça, c'est qu'on peut faire des évaluations, les faire remonter aux financeurs. Alors moi j'ai des financeurs publics, hein, les faire remonter aux financeurs et effectivement, si on n'est pas un peu persévérant, eh ben, c'est remonté, bah, elles tombent dans l'oubli, quoi. Donc, il faut effectivement les ramener, enfin les rappeler, etc., pour que les choses aient d'avance. Si c'est faire des évaluations pour faire des évaluations, enfin, vous serez d'accord, je pense, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Si, c'est un outil de pilotage dans tous les cas. Donc, au-delà Oui. du politique, Dans l'idée, d'abord un outil de pilotage en interne pour vérifier que son action est la plus adaptée au public. Et du coup, pour la réponse sur pourquoi on ne parle pas de politique, parce que là, l'enjeu, c'est plutôt de parler de mesures d'impact. Et que, bien évidemment, qu'il y a des sujets politiques et que si Weverse existe, c'est notre raison d'être. Hein, c'est très clairement parce qu'il y a eu parce qu'il y a un dysfonctionnement institutionnel sur la question de l'accueil et l'intégration. Tout entrepreneur social n'a pas vocation. En vrai, dans un monde idéal, je ne ferais pas ça, mais il y a des besoins et c'est un début de solution, Weverse, mais ce n'est absolument pas l'ensemble de la solution, bien évidemment. Mais on ne parle pas de... en tout cas, pour moi, le sujet n'est pas l'enjeu politique qu'il a aujourd'hui dans le débat, parce que ni Ricardo, ni Tiffaine, ni moi sommes impliqués officiellement dans notre rôle comme des politiques, soit des collaborateurs d'élus, soit des élus. Mais par contre, nous sommes tous engagés en tant que citoyens. Et juste, il y a des projets qui travaillent spécifiquement sur le sujet plus politique, par exemple Refugee Food. Et dans ces cadres, la mesure d'impact de ces projets se concentre sur ça. Quelle est la réussite du projet? Ça va être en termes des sensibilisations, en termes des mobilisations politiques, et voilà. Mais c'était pas le but principal du projet. L'évaluation, je suis d'accord que ça devrait être de plus en plus appliqué, mais c'est un sujet on parlait d'évaluation des politiques publiques, beaucoup, de manière très lourde, pas des pilotages, toujours de manière très, très audit. Donc l'évaluation, on avait une interprétation, plutôt une vision d'audit, des contrôles, et c'est ça qui est en train de changer. Je pense que c'est ça l'intérêt, la proposition intéressante des tisseurs d'avenir, c'est de vraiment voir l'évaluation comme un pilotage de manière transparente, parce que si on parle d'innovation, ça veut dire aussi d'avoir des résultats positifs et négatifs. Et ça exige cette maturité des financeurs aussi, à pas avoir un audit d'un tiers qui montre les résultats positifs, mais aussi une présentation transparente des résultats de tous les projets financés, c'est qui a marché, c'est qui n'a pas marché, et quelles sont les actions qui vont être mises en place. Donc je pense que c'est quelque chose qui est récente, qui est en train d'augmenter, d'avoir de plus en plus de projets qui appliquent ça. C'est très positif la tendance. Quand je suis en France depuis 5 ans, quand je suis arrivé, je fais une présentation dans un énorme événement qui s'appelle Web Today, sur la mesure d'impact, et j'ai fini la présentation. Ça fait en fait, c'était 2019, donc ça fait 3 ans, et personne n'a rien compris. Et, et puis l'année suivante, j'étais dans le même événement, et il y avait toute une section spécifique sur l'impact. Donc c'était 2020. Donc c'était un énorme changement de 2019 à 2020, et ça continue. Donc on veut tous être plus transparents contre les résultats, et on parle de plus en plus des résultats extra-financiers, c'est-à-dire social et environnemental. Je pense que c'est le sujet qui on parle des mesures d'impact, c'est exactement sur cet aspect-là. Bon, il est midi pile. Est-ce qu'il y a
dernière question super rapide. Sinon, je propose qu'on clôture la conférence. Bon, donc merci beaucoup Flora, merci Tiffaine pour l'invitation.